L'Afrique ne prospère pas parce que les Africains sont perdus. Les Africains sont perdus parce qu'ils ont perdu leur identité. Et les Africains ont perdu leur identité parce qu'ils s'identifient à la mauvaise partie de leur histoire. La preuve, si on vous demande aujourd'hui quelle est l'histoire de l'Afrique, la première chose à laquelle vous pensez, c'est l'esclavage et la colonisation. Or, l'histoire des civilisations africaines prospères est vieille de plus de 30 siècles, c'est-à-dire au moins 3000 ans. Or, on se limite à ces 5 petits derniers siècles qui représentent en fait une toute petite parenthèse à l'échelle de l'histoire. Dans cette vidéo, nous allons découvrir la vérité sur l'identité africaine car c'est la première étape vers la prospérité. Tout ça sont des... Coupez la vidéo. Attendez. Coupez la vidéo. J'ai vu, non. Coupez la vidéo. Non. Et après, on est surpris que nos pays soient des lieux de vol à ciel ouvert. Parce que demain, ce gars... Il faut dire que depuis 1946, où il avait été à la tête de la centrale syndicale USCC, l'Union des syndicats confédérés du Cameroun, Oumyobé avait administré la preuve de ses talents d'organisateur, d'animateur et de meneur d'hommes. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Mansayem, je suis promoteur de cette chaîne Afrique libre et prospère. Et à l'occasion de la sortie de mon livre le 9 novembre prochain, j'ai décidé de faire une série de vidéos toute cette semaine jusqu'au 12. Et sachez aussi que jusqu'à dimanche, mon livre Africain et fier est en promo sur Amazon et sur Argent Livre. Et la promo se termine justement le 12. Je vous laisse les différents liens en description. Nous allons nous entrer dans le vif du sujet avec cette vidéo intéressante du grand frère, Zach Mukasa. C'est honteux d'être colonisé. Et moi je dis félicitations aux Nigérians par exemple. Au Nigeria, il y a une tribu spécifique des Nigérians qui ont gardé leur nom. Ils ne sont pas des Paul, des Jacques, des Simon. Ce sont les autres ici. Paul, Jacques, Luc, Peter. C'est honteux. Ça prouve déjà cette infériorité mentale et spirituelle. Moi je m'appelle Zach. Mon nom ne veut pas être Zach. D'ailleurs je devrais changer mon nom. Je l'ai gardé seulement parce que bon, ça m'a pris 20 ans pour créer ce brand. Zach Mukasa est un brand créé depuis 20 ans. Donc 20 ans de travail ne peut pas aller comme ça. Mais avec le temps je vais le faire. 20 ans de travail. Donc pour que quelqu'un me parle d'une certaine histoire, il doit faire 20 ans de travail pour venir me parler de cette histoire. Même si j'ai un nom africain, enfin j'ai des noms africains qui ne sont pas en exergue. Mais c'est ça, l'Africain devrait avoir son identité. Avez-vous déjà vu un Israélien de Moussoungou, mais vous appelez les enfants des El Shaddai, des El Gabobor, tout ça. C'est un complexe d'infériorité. Retrouvez votre identité. Retrouvez qui vous êtes. C'est vrai, moi par exemple, je suis pas tout à fait fier. Enfin, je suis fier, mais pas tout à fait fier qu'aujourd'hui vous me connaissez au nom de Zach. J'aurais bien voulu qu'on m'appelle Monsieur Mukasa. Mukasa me va très bien. Mais malheureusement, parce que j'ai fait un brand, il y a un brand au nom de derrière Zach pour lequel je travaille pendant beaucoup d'années. C'est la raison pour laquelle si je dis Mukasa, tout le monde ne comprend pas tout nécessairement. Il faudrait dire Zach Mukasa pour qu'on comprenne. Mais je pense que la fierté, c'est reconnaître son identité profonde. Et aujourd'hui, cette infériorité, ce complexe d'infériorité, ce n'est pas seulement au niveau des noms. Oui, vous voyez des gens qui, quand dans des sociétés où les gens ne parlent pas bien français, vous ne le considérez pas. Oui, n'est-ce pas? Oh, je ne peux pas aimer un homme qui parle pas bien français. C'est vous, non? C'est vous. L'Africain peut avoir un enfant de 5 ans, 6 ans, qui ne sait aucun mot dans sa langue maternelle, mais qui parle bien français, anglais, la police, mon enfant intelligent. Là, ou bien Bambara, on te dit qu'il n'est pas intellectuel. C'est honteux. Donc, pour que tu sois élu député, il faut que tu puisses aller au bas de l'école. Mais en fait, ici, quelqu'un qui n'a jamais été au bas de l'école, mais il est député, il défend son père dans sa langue maternelle. Il parle en Zoulou, à Venda, et ça passe, il y a des espèces. Parlons de Lingala. En République démocratique du Congo, à Kinshasa, si tu parles Lingala, on ne t'accorde pas la valeur ou l'importance nécessaire. Quand tu parles en français, si tu parles en lingala, qui est la langue nationale, qui est la langue du peuple, on te considère pas, on te prend pour n'importe quoi. Mais si tu parles en français, bonjour monsieur, non, c'est un monsieur. Donc tous les aventuriers, les fous, les imbéciles, savent tous parler français. Ils sont tous en chemise, cravate, tirés par quatre. C'est que donc, les gens intelligents sont à côté, mais je sais qu'ils parlent français, tout ça sont des coupez la vidéo. Attendez. Coupez la vidéo. J'ai vu, non. Coupez Non. Voilà pour cette première vidéo du grand frère que je suppose que tout le monde connaît, Zach Mukasa. Vous savez, la première rencontre véritable entre les Africains et les Européens, et en l'occurrence les Portugais, a eu lieu au 15e siècle, dans les années 1400. Et s'agissant des prénoms occidentaux, les Africains ont vraiment commencé à les adopter au milieu du 19e siècle, dans les années 1800. Mais avant cela, dites-moi, quand un Africain voulait interpeller son voisin, un autre Africain, comment il faisait? Qu'est-ce qu'il utilisait comme nom? Qu'est-ce qu'il utilisait comme prénom? Je parle ici du prénom, pas au sens occidental du terme, mais je parle du prénom comme étant cette particule qui permet à un individu, à deux individus lambda, de s'interpeller au quotidien. Cette partie-là que nous définissons comme étant le prénom. Donc, les Africains avaient bien des prénoms, bien avant le 19e siècle, bien avant même le 15e siècle, bien avant notre rencontre avec les Européens. Donc en fait, le fait d'avoir perdu notre identité a plusieurs symptômes aujourd'hui. Et quand je parle du fait que nous utilisons les prénoms occidentaux, c'est juste un symptôme justement, un des multiples symptômes de cette perte de notre identité. Le fait que plutôt que d'utiliser nos prénoms africains comme au 14e siècle, comme au 13e siècle, comme au 2e siècle, nous utilisons désormais des prénoms occidentaux depuis le 19e siècle. Et c'est cette identité perdue, cette identité africaine qu'il faut retrouver aujourd'hui. Peut-être, même s'il s'agit d'utiliser la structure prénom, nom, qui est une structure en fait occidentale et qui n'est pas forcément une structure africaine, on s'en fout. À l'heure d'aujourd'hui,
on parle de prénom africain. Et c'est ça le plus important parce que, en fait, derrière, c'est un signal qu'on envoie. C'est un message qu'on communique lorsqu'on choisit de donner des prénoms et des noms africains à nos enfants. Ou même quand on choisit de prendre nous-mêmes un prénom africain. Le fait de prendre nous-mêmes un prénom africain ou de donner des prénoms africains à nos enfants, c'est le message comme quoi nous sommes en train de nous affirmer et nous signalons que nous sommes en train de récupérer le terrain qu'on avait perdu. C'est le signal que nous sommes en train de récupérer ce qui est à nous, à savoir notre identité africaine. Et d'ailleurs, pour info, dans mon livre, je propose à la fin du livre une liste de plus de 180 prénoms africains. Et là, c'est une contribution concrète pour vous inspirer. Dans la vidéo suivante que nous allons lancer, nous allons parler d'un autre symptôme de notre perte d'identité africaine. Un symptôme qui se manifeste dans nos mœurs. C'est très parlant pour ce qui concerne la mentalité donc, des gens dans nos pays. Est-ce qu'on va dire que c'est la pauvreté qui justifie ça? Je ne pense pas, puisque ce type de personne, il n'est pas pauvre. En tout cas, à l'échelle camerounaise, avec le boulot qu'il a, il n'est pas pauvre. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit qui fait que les gens sont prêts à tout pour quelques miettes. Et après, on est surpris que nos pays soient des lieux de vol à ciel ouvert. Parce que demain, ce gars, il a son frère, son cousin, son oncle, qui va peut-être lui donner une promotion quelque part. Il va peut-être se retrouver dans un poste, dans un ministère, dans la fonction publique. Vous comprenez donc pourquoi est-ce que la plupart des fonctionnaires, ce sont des kleptomanes. C'est un état d'esprit. Les fonctionnaires ne sortent pas de Mars et la population de Vénus. Ils sortent tous du même moule. Les fonctionnaires, ce sont des gens lambda qui vivent le vol au quotidien. Je le précise bien, pour moi c'est un état d'esprit national, continental. Le vol à outrance. Tout ce qu'on peut trouver à voler, on vole. Aucune pitié. Donc mon point ici, il est simplement de dire que le problème est profond dans nos pays. Il est beaucoup plus profond qu'on ne le pense. Vraiment. Et j'en appelle chacun à agir à son niveau. La première chose, c'est peut-être soi-même d'être des personnes plus honnêtes, plus responsables pour dire stop au vol. C'est la première étape. Soi-même être une barrière au vol et à la corruption. La deuxième étape, il faut être intransigeant quand les gens tombent dans ce genre de travers. Quelqu'un vous vole, vous devez le poursuivre. N'écoutez pas les histoires de pitié, de non. Il faut poursuivre les voleurs. Parce que je pense que l'une des choses qui permet aux voleurs de prospérer, c'est l'impunité. Donc voilà, dans cette deuxième vidéo de Philippe Simon, il parle du vol endémique dans nos sociétés africaines. La situation est vraiment grave en ce qui concerne la malhonnêteté, le vol dans nos sociétés africaines. Parce que le problème, il rencontre au Cameroun, mais bizarrement, ou pour dire qu'il y a un lien, justement, une trame de fond commune, il rencontre le même problème dans des autres pays d'Afrique noire, notamment francophone. Pas que l'Afrique noire anglophone soit exclue, mais bon, son marché, c'est l'Afrique francophone pour l'instant. Et du coup, c'est le même problème. En Côte d'Ivoire, les mêmes problèmes. Au Sénégal, les mêmes problèmes. Au Tchad, etc., etc. Et en fait, ça encore, c'est un symptôme de notre perte d'identité. Pourquoi? Parce que l'Africain n'a pas toujours été comme ça. Je répète, l'Africain n'a pas toujours été comme ça. En fait, si vous étudiez l'histoire, il y a eu un changement de mœurs profond, une cassure au niveau civilisationnel qui a eu lieu, pour être exact, au 15e siècle. Et le 15e siècle, c'est quoi? À partir de ce moment où la civilisation africaine, la civilisation européenne se sont rencontrées. En fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis justement ce 15e siècle, nous vivons dans un système qui nous a été imposé de l'extérieur. Un système qui ne correspond pas à l'identité africaine, mais qui nous est venu de l'extérieur, avec ses contraintes, avec sa violence, avec ses difficultés, et qui ont influé sur notre comportement au fil des générations. Je vais donc revenir ici sur un extrait d'un livre dont j'avais déjà parlé dans ma précédente vidéo. C'est un livre qui a été publié en 1821 par Thomas Clarkson et dont le titre est « Le cri des Africains contre les Européens et leurs oppresseurs » ou « Coup d'œil sur le commerce homicide appelé traite des Noirs ». Et à la page 8, aux pages 8 et 9 du livre, on lit ceci. Mais ici, une question se présente. C'est un fait universellement reconnu, dit-on, que les habitants de l'intérieur des terres sont plus doux, plus honnêtes, plus industrieux et généralement plus civilisés que les habitants des côtes. Pourquoi cette différence? Arrêtons-nous un instant pour résoudre cette importante question dont la solution doit jeter un nouveau jour sur le caractère des Africains et sur celui des négriers européens. Les habitants de l'intérieur font eux-mêmes leur commerce d'esclaves. Ils ne connaissent pas les Européens. Ils savent seulement qu'à une grande distance de leur canton, il existe des marchés où les esclaves qu'ils ont vendus sont vendus de nouveau à des navires étrangers. Mais ils ne voient point ces navires. Ils ignorent l'endroit et l'époque où ils arrivent. Nul doute que la connaissance qu'ils ont de l'existence de ces marchés ne soit pour eux un motif puissant pour saisir toutes les occasions qu'ils peuvent trouver de satisfaire leur vengeance ou leur cupidité. Mais comme ils n'ont point parmi eux, comme les habitants des côtes, des négriers d'Europe
qui les corrompent et excitent leur passion cruelle par des liqueurs fortes et autres moyens atroces, ainsi que par des excès de tout genre, il en résulte que la traite n'a jamais parmi eux un coup forcé et se maintient toujours à peu près dans les mêmes proportions. Joignez à cela que les accusations qui n'ont pour but que de réduire l'accusé en esclavage ont rarement lieu dans l'intérieur des terres. Il y a conséquemment moins de crimes et plus de sécurité personnelle. Voilà pourquoi les habitants de l'intérieur sont plus doux et moins féroces que ceux des côtes. Vous voyez clairement que c'est la rencontre entre les Africains des côtes et les Européens qui ont influencé leurs mœurs dans une certaine direction, contrairement aux autres Africains qui sont loin des côtes, plus à l'intérieur des terres africaines et qui n'ont pas de contact direct avec les Occidentaux. Et comprenez bien mon propos, je ne suis pas ici en train d'incriminer les Occidentaux ou les Européens de manière primaire, ni de justifier les Africains en disant bêtement que les vols qu'on connaît en Afrique aujourd'hui, c'est à cause des Occidentaux. C'est juste pour dire que l'histoire depuis le 15e siècle a créé une situation, un système tel que pour s'adapter et survivre dans ce système, les comportements africains ont profondément changé au fil des temps et pas dans le sens positif, mais plutôt dans un sens qui s'est dégradé de plus en plus au fil du temps. Et que en cela, les Occidentaux avec qui les Africains étaient en contact n'ont pas non plus aidé. Je vais vous présenter ici un extrait suivant qui montre même que vers la période des indépendances, ce qu'on appelle le tripatouillage des élections, là, ça existait déjà. Dans la corruption, le tripatouillage des urnes, les élections truquées, ça vient de quelque part. Et ce n'est pas forcément une invention des Africains. 10 avril 1948. 12 Camerounais se retrouvent discrètement dans un café Barabassa chez Sierra, dans la banlieue de Douala. Ils ont emprunté chacun leur propre itinéraire pour se rendre au lieu du rendez-vous. Au bout de quelques heures de discussion, ils adoptent les statuts d'un mouvement politique sur le principe duquel l'unanimité existait depuis près d'1 an parmi les patriotes. Son nom, Union des populations du Cameroun, UPC. Contrairement au grand ramdam, à la grande fête qui avait exalté la naissance du RACAM, le Rassemblement camerounais, tout se déroule pour l'UPC comme le plus ordinaire des faits divers. Il n'est annoncé ni par un simple communiqué, ni par une déclaration publique. Pas de conférence de presse non plus. Une naissance discrète où les 12 font une première déclaration dans le sens de rassurer. Ce mouvement n'est ni d'inspiration douteuse, ni guidé par un esprit perturbateur. Il n'émane d'aucune puissance étrangère et ne dépend d'aucun parti politique métropolitain. Le 17 juin 1948, l'Union des populations du Cameroun, UPC, ajoute à son nom la mention section camerounaise du RDA, le Rassemblement démocratique africain. Cette filiation va recevoir sa consécration au mois de janvier 1949 à Abidjan, lors du congrès du grand mouvement panafricain. Les mêmes assises vont porter Ruben Oumniobé au poste de vice-président du RDA, juste derrière le président Félix Houphouët-Boigny. Au mois de novembre 1948, Ruben Oumniobé, qui essayait jusque-là de se faire discret, va être plébiscité par ses pairs au cours d'une réunion à Douala du comité élargi pour prendre la direction de l'Union des populations du Cameroun. Il faut dire que depuis 1946, où il avait été à la tête de la centrale syndicale USCC, l'Union des syndicats confédérés du Cameroun, Oumniobé avait administré la preuve de ses talents d'organisateur, d'animateur et de meneur d'hommes. Et le fait de quitter la fonction publique lui a permis de retrouver sa pleine indépendance et de mettre fin à toute subordination au gouverneur. L'accession de Oumniobé à la tête du parti va incontestablement apporter à cette organisation une dimension nouvelle. Oumniobé. Pour grouper et unir les habitants des territoires, nous pensons que le premier pas consiste à engager une lutte résolue contre le tribalisme et le clanisme, contre tout ce qui peut animer les haines tribales et les divisions de clans. Liant les actes aux paroles, nous avons donné l'exemple par la façon de distribuer les postes dirigeants de l'UPC qui ne tient compte que de l'action militante de leurs titulaires sans autre considération. La reconnaissance officielle de l'UPC va entraîner un changement radical des données du problème opposant l'administration coloniale aux nationalistes. Désormais, le mouvement va pouvoir appliquer son programme d'union des Camerounais. Même si dans les élections de 1951, l'UPC n'a pas fait grand score, elle poursuit méthodiquement son implantation. Elle va même faire son apparition dans le Nord où elle ne recrutait pas beaucoup jusque-là. Cadeau involontaire de l'administration qui, pour éloigner le bouillant Roland Félix Moumier des régions de Douala et Yaoundé, l'ont affecté à Maroua. Il va y trouver des appuis parmi les fonctionnaires du Sud. Dans le littoral, l'ouest, le centre et l'est du Cameroun, on trouve l'influence de Ruben Oumniobé, Kansi Innocent, Abel Kingé, Ernest Wandier, Mathieu Tagny et bien d'autres. La figure de Onomimbo irradie tout le sud du Cameroun du nationalisme UPC. Ne rencontrant aucune opposition organisée, l'UPC réussit à implanter dans le territoire plus de 460 unités de base et des quartiers très fortement encadrés. Mais aux élections de 1951, pour l'Assemblée nationale, Oumniobé, candidat de l'UPC, est battu. En 1952 également, il ne présente de candidat pour l'Assemblée territoriale, l'ATCAM, que dans 4 circonscriptions sur 19. L'administration coloniale va s'arranger pour qu'elle n'ait pas un seul élu. Si Oumniobé n'a pas été élu dans sa région natale, c'est bien parce que les autorités ont lancé une campagne de sabotage en se servant des fonctionnaires locaux et des chefs traditionnels bassa, de même que la hiérarchie catholique. Aucun détail n'élu a été épargné pour le faire perdre dans cette région où il jouit d'une très grande popularité. Distribution des cartes d'électeurs, représentation au sein des commissions électorales, bref, les résultats vont même susciter les sourires en coin lorsqu'on va déclarer l'abbé Mélonin élu. Évidemment, tous ces trucages, toute cette cabale excluaient certes sur l'instant l'UPC du jeu politique, mais ils contribuaient dans le même temps à le rendre plus fort.
ou Myobe par la voix de son fils Daniel. Nous en appelons sans hésitation à l'union des Africains, hommes et femmes, de toutes races, tribus, religions et opinions. Vous avez entendu, le tripatouillage des élections, là, ça n'a pas commencé récemment. C'est un phénomène qui a commencé même dans les années 50, lorsque les pays africains étaient encore sous l'administration coloniale. Et qui étaient les administrateurs coloniaux? C'était les Européens. Et donc, qui tripatouillaient les élections? C'est eux. Je ne dis pas ça pour dédouaner les Africains de leur responsabilité en tout ce qui concerne le vol, les arnaques, la corruption, les trucages aux élections et tout. C'est pour dire juste qu'il y a un contexte, un environnement qui a été imposé de l'extérieur, un système qui a été imposé de l'extérieur aux Africains avec leur rencontre avec les Européens, qui a entraîné ce nouveau comportement qui n'était justement pas leur comportement originel, le comportement des Africains qui fait leur identité depuis des siècles. Cela a changé au moment du 15e siècle avec la cassure profonde au niveau civilisationnel qui a eu lieu. Autrement dit, nous nous identifions depuis tout ce temps à la mauvaise partie de notre histoire. Ce qui fait qu'en même temps, nous avons oublié et mis de côté le modèle africain. Le modèle que l'Afrique offrait de manière endogène et qui influençait la manière endogène dont les populations se comportaient à l'époque. Un modèle où l'Africain est digne, intègre et valeureux, comme nous allons le voir maintenant dans ces extraits. Et en fait, ce modèle aurait pu être transmis justement de génération en génération partout en Afrique s'il n'y avait pas eu cette cassure civilisationnelle à partir du 15e siècle. Commençons déjà très loin dans l'histoire, dans l'Antiquité, pour savoir ce que c'était qu'un Africain lorsqu'on parlait d'un Africain à cette époque déjà. Et l'Antiquité, c'est l'Égypte antique, dans les années moins 3000 jusqu'à environ 500 ans après Jésus-Christ. Ça, c'est toute la période de l'Antiquité. Et déjà à cette époque, l'Africain avait déjà une certaine réputation qui faisait son identité. Dans la page 189 de mon livre, j'en parle en présentant ici un extrait d'un document intitulé « Dictionnaire universel François et latin ». Et dans l'encadré, le paragraphe encadré en rouge, il est dit ceci. Chez les Romains, le visage basané était une marque de vertu. La pâleur était une marque de mollesse et de volupté. Et au contraire, un visage noir et brûlé était regardé comme un signe de courage et de valeur. Il y a quelques autres éléments similaires dans le livre, mais je prends que celui-là de peur que la vidéo soit excessivement longue. Et ensuite, maintenant, à la page 22 du livre que j'ai présenté tout à l'heure, à savoir le cri des Africains contre les Européens et leurs oppresseurs, à la page 22, il est dit ceci. L'Égypte, dont les habitants, au rapport d'Hérodote, avaient l'épiderme noir et les cheveux crépus, l'Égypte a été la mère et la première patrie des connaissances humaines. C'est de l'Égypte que l'art de l'écriture et les éléments des sciences furent importés dans la Grèce qui était, à cette époque, beaucoup plus barbare que n'est aujourd'hui l'Afrique. Car on rapporte que ses habitants se nourrissaient de glands et ignoraient l'usage du feu. D'où nous pouvons conclure qu'ils ne savaient ni cultiver la terre, ni préparer leur nourriture. La Grèce, disciple de l'Égypte, favorisée par des circonstances heureuses, éleva bientôt l'intelligence humaine à la plus sublime hauteur. De la Grèce, la civilisation passa à Rome. Vous comprenez bien ici que c'est cette identité africaine civilisée qui a été transmise depuis l'Égypte noire jusqu'en Grèce et même à Rome. Et c'est ça la réputation de l'Afrique pendant l'Antiquité, la réputation et l'identité du peuple noir pendant l'Antiquité. Et cela a continué à se transmettre de génération en génération, si bien que maintenant, nous sommes au XIVe siècle. Page 191 du livre intitulé « Voyage d'Ibn Battuta » et que je reprends dans mon livre, on lit ceci. Au XIVe siècle, l'explorateur et voyageur marocain Ibn Battuta parcourut le monde pendant 24 ans, 1325-1349. Dans son grand voyage, il parcourut plus de 120 000 km. Dans ses mémoires publiés sous la forme du livre Voyage d'Ibn Battuta, il fait l'éloge de la qualité de vie dont il a pu être témoin au sein des nations noires qu'il a pu parcourir. En tant que voyageur qui a visité bien des nations, il dispose donc de suffisamment d'éléments de comparaison qui donnent toute leur valeur à son témoignage. Voici un extrait de ce qu'il dit dans son livre, je cite. « Parmi les belles qualités de cette population, nous citerons les suivantes. 1. Le petit nombre d'actes d'injustice que l'on y observe, car les nègres sont de tous les peuples celui qui déteste le plus l'injustice. 2. La sûreté complète et générale dont on jouit dans tout le pays.
Le voyageur, pas plus que l'homme sédentaire, n'a à craindre les brigands, ni les voleurs, ni les ravisseurs. Vous comprenez ici que justement, cette Afrique du XIVe siècle est très différente de l'Afrique d'aujourd'hui, qui est pleine de vols et d'arnaques et d'insécurité. Et c'est ça, l'identité authentique africaine qu'il nous faut retrouver. Et comme je l'ai dit plus tôt, les choses ont commencé à se dérégler à partir du XVe siècle. Mais jusqu'au XIXe siècle, il y avait encore beaucoup de positifs et le modèle africain était encore vivace et avait réussi à se transmettre de génération en génération, comme va le montrer le prochain extrait. Et dans ces extraits, nous allons parler de plusieurs choses. Et tout ceci va prouver qu'il y a bien un modèle africain, une identité africaine qui a bel et bien existé, même si elle a été perdue à un moment donné. Je reviens donc dans mon livre de Thomas Clarkson sur le cri des Africains. Et comme vous voyez dans la table des matières qui s'affiche à l'écran, le chapitre 2 est éloquent. Morale et intellect des Africains, réfutation de l'argument tiré de la prétendue infériorité de leur nature. Pourquoi les Africains sont au-dessous de quelques peuples dans l'échelle de civilisation? Dans des extraits du chapitre 2, ici le premier, en parlant de l'aspect des mœurs, des comportements, en pages 12 et 13, des négriers ayant la conscience de leurs crimes et entendant la voix de la nature s'élever contre eux, ont dès longtemps préparé des arguments pour leur justification. Ils n'ont pas trouvé d'autre moyen d'excuser leur conduite qu'en avançant ce qu'ils continuent encore de faire, que les Africains sont d'une nature différente de la nôtre, qu'ils n'ont point les facultés et les sentiments qui sont le partage de l'homme, et qu'enfin, il faut les ranger dans la classe des brutes. Ils ajoutent, pour prouver leurs assertions, que depuis plusieurs siècles que l'Afrique est connue et visitée, les habitants de ce continent n'ont point fait dans la civilisation les mêmes progrès que les autres peuples. Pour réfuter leurs arguments, nous nous contenterons d'en appeler à l'autorité des voyageurs célèbres qui, dans le seul intérêt de l'humanité et de la science, ont visité ce vaste continent. C'est Thomas Clarkson qui parle. Voyons d'abord s'il est vrai que les Africains n'ont aucun caractère moral. Voici comment Mungo Park s'exprime dans une autre occasion. Il était alors près de Ségou. « Je fus obligé, dit-il, de m'asseoir au pied d'un arbre sans avoir rien à manger. La nuit menaçait d'être orageuse. Déjà, le vent commençait à s'élever et tout annonçait une pluie abondante. D'ailleurs, les animaux sauvages sont en si grand nombre dans les environs que j'aurais été obligé de monter sur un arbre et de passer la nuit sur les branches. Sur le soir, tandis que je me préparais à passer la nuit de la sorte et que déjà j'avais détaché mon cheval pour qu'il pût paître en liberté, une femme revenant des travaux de la campagne s'arrêta pour m'observer. Remarquant mon air fatigué et abattu, elle s'informa de ma situation. Je l'en instruisis en peu de mots. Alors, jetant sur moi un regard où se peignait la compassion la plus vive, elle prit ma bride et ma selle et me dit de la suivre. Elle me conduisit dans sa hutte, alluma une lampe, étendit à terre une natte, me dit que c'était là que je pouvais passer la nuit. Et, voyant que j'avais faim, elle ajouta qu'elle allait me chercher à manger. Page suivante, page 16. Effectivement, elle sortit et revint bientôt avec un très beau poisson, le fit griller légèrement sur des cendres chaudes et me le donna pour mon souper. Après avoir ainsi rempli les devoirs de l'hospitalité envers un étranger malheureux, ma respectable hôtesse me montra la natte du doigt et me dit que je pouvais dormir là en toute sécurité. Puis, s'adressant aux autres femmes de sa famille qui étaient occupées à me regarder avec étonnement, elle leur dit de reprendre leur travail qui consistait à filer du coton. Elles continuèrent en effet cette tâche une grande partie de la nuit. Elles entremêlaient des chants à leurs travaux. C'est un bon exemple des mœurs et de l'intégrité qui régnaient dans l'Afrique d'avant. Et c'est en fait ça la véritable identité africaine à laquelle nous sommes invités de nouveau à s'identifier et à retrouver. Parce que je le répète, l'Afrique ne se limite pas à l'esclavage et à la colonisation. Continuons notre lecture. Cette fois, page 18 du même livre. Nous croyons en avoir dit assez sur le moral des Africains. Venons maintenant à leur intellect. Selon Mungo Park, dans tous les villages un peu considérables des Mandingues, il y a un magistrat dont la charge est héréditaire et dont les fonctions consistent à entretenir l'ordre, à percevoir les droits sur les voyageurs et à présider toutes les assemblées qui ont pour but l'exercice de la juridiction locale et l'administration de la justice.
Toutes ces procédures ont lieu en plein air et avec une solennité convenable. Ces coups appelés palavers sont composés des anciens du village. Les deux parties de la cause sont librement discutées, les témoins entendus publiquement et les décisions qui s'ensuivent obtiennent généralement l'approbation du public qui compose l'auditoire. Ça parle de la manière dont on gérait la justice dans cette Afrique. Ça prouve que nous avions nos systèmes juridiques et nous avions nos systèmes administratifs. Donc cet extrait n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Et continuons toujours sur le plan de l'organisation sociale. Le même voyageur, nous sommes toujours page 18, dit en parlant de Ségou que cette ville a environ 30 000 habitants. Je répète, le même voyageur dit en parlant de Ségou que cette ville, la ville de Ségou, a environ 30 000 habitants. Dans l'image de cette Afrique composée de petites huttes, de petites cabanes dispersées dans la forêt, c'est juste un mythe. Il y avait des villes en Afrique et des grandes villes. L'aspect de cette ville immense, les canaux nombreux qui couvrent la rivière, cette vaste population, les campagnes cultivées qui entourent la ville forment le tableau animé d'une civilisation et d'une magnificence qu'on ne s'attendrait pas à trouver dans le sein de l'Afrique. Et là, c'est un occidental qui parle. Et là, on lit entre les lignes que ces préjugés ont pris un choc. Ils ne s'attendaient pas à voir tout cela au sein de l'Afrique. Pourtant, c'était bien là, c'était bien réel et ça existait en Afrique. Continuons la lecture, cette fois nous allons parler de l'industrie, de l'économie, de ce genre de choses. Nous extrairons de son journal les passages suivants dans lesquels il parle de l'industrie des Africains, ainsi que de leurs arts et de leurs manufactures. Les Blancs qui visitent les côtes considèrent les nègres en général et les mandingues en particulier comme un peuple indolent et paresseux. Voyez encore là cette projection des préjugés des Occidentaux sur les Africains. Et le malheur, c'est que ces préjugés persistent encore plus ou moins jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, ce sont que des préjugés. Continuons. On a tort d'accuser d'indolence un peuple qui trouve, non dans les productions que fournit d'elle-même la nature, mais dans les fruits dus à son travail, le moyen de satisfaire ses besoins. Et parlant des préjugés des Occidentaux, j'en parlais tout à l'heure, ça ne nous rappelle pas un discours d'un certain Nicolas de Sarkozy à Dakar? En tout cas, continuons la lecture. Dans le temps que les hommes s'occupent ainsi, les femmes préparent du coton qui doit composer leurs vêtements. Elles commencent par le rendre propre à être filé, puis elles le filent avec des quenouilles. Le soin de le tisser est confié aux hommes. Des mains des hommes, ils retournent de nouveau dans celles des femmes, qui le teignent d'une couleur bleue pleine de durée et d'éclat. L'étoffe est alors taillé pour en composer des vêtements et des coutures s'exécutent avec des aiguilles fabriquées dans le pays. Qu'est-ce qu'on note? Les Africains n'étaient pas nus. Ces préjugés-là tombent à l'eau. Ils avaient de quoi. Ils savaient faire du tissu, ils savaient s'habiller et ils géraient ça eux-mêmes. Ils savaient fabriquer des aiguilles par eux-mêmes, ils n'importaient pas. Voilà quelques éléments qu'on peut ressortir de juste la lecture de cet extrait. Et un peu plus loin, un autre extrait. Les tanneurs sont appelés Karankeya. On en trouve dans presque tous les villages et ils voyagent souvent pour exercer leur métier. Ils tannent et préparent les peaux avec beaucoup de dextérité. Avec le cuir de bœuf, ils font des chaussures. Avec les peaux de chèvre et de mouton, ils font des carquois, des fourreaux pour les épées et les poignards, des ceinturons, des poches et un grand nombre d'autres objets. Les peaux sont ordinairement teintes en bleu ou en jaune. Je crois que ça se passe de tout commentaire sur la capacité des Africains à fabriquer leurs propres produits. Continuons la lecture. Comme les nègres des côtes sont fournis de fer par des marchands européens, il n'est pas étonnant qu'ils n'aient pas encore essayé de se livrer eux-mêmes à la confection de cet important article. Donc là, il parle du fer, des matériaux en fer, mais il en est tout autrement dans l'intérieur des terres. On trouve certains endroits où on fond le fer en si grande abondance que les habitants, après en avoir confectionné les armes et les instruments qui leur sont nécessaires, en font encore un article de commerce avec les pays voisins. Pendant mon séjour à Kamalia, je sus qu'il y avait un fourneau à fondre la mine de fer à peu de distance de la hutte où je logeais. C'est Mongo Park qui parle.
Le propriétaire et ses ouvriers ne firent aucune difficulté de me laisser voir leurs travaux. Je crois que ça se passe de tout commentaire sur la capacité des peuples africains à fabriquer des objets en fer. Continuons. Presque tous les forgerons africains savent travailler l'or. Ils lui donnent les formes les plus déliées et les plus légères et en composent un grand nombre d'ornements dont quelques-uns sont exécutés d'une manière ingénieuse et pleine de goût. Vous savez, on parle souvent de Mansa Musa comme l'homme le plus riche de tous les temps parce qu'il avait beaucoup d'or. Mais vous pensez que cet or c'était seulement de l'or brut? Non, c'était de l'or aussi travaillé. Et ce passage prouve qu'ils avaient la technologie nécessaire pour travailler l'or, pour le transformer, pour en faire des bijoux, pour en faire des objets de valeur et pas seulement pour l'extraire. Parce que déjà pour l'extraire, c'était une technologie ou des technologies. Et en plus, pour le transformer, pour le travailler, c'était encore d'autres technologies. Et ces technologies étaient des technologies africaines. Et Mungo Park conclut lui-même de manière éloquente tout ce que nous venons de dire, ou tout ce que nous venons de voir dans les extraits, en disant « Nous croyons qu'il suffit de ce que nous avons dit pour réfuter cette coupable assertion des négriers d'Europe, que les Africains sont d'une nature inférieure à la nôtre. Nous avons prouvé qu'ils sont reconnaissants envers leurs bienfaiteurs, qu'ils se montrent fidèles dans la confiance qu'on leur témoigne, qu'ils ont dans le cœur l'amour et la vérité, qu'ils ne sont étrangers à aucun des sentiments doux et humains de notre nature, qu'ils sont capables de se gouverner, qu'ils possèdent des villes populeuses, commerçantes et civilisées, et enfin qu'ils savent exécuter non seulement les travaux et les métiers communs, mais encore ceux dont l'exercice exige du talent et du goût. Tout ceci donc pour dire que la perte de notre identité africaine est en partie le résultat du choc résultant de la rencontre violente entre la civilisation africaine et la civilisation occidentale d'une part, et d'autre part, c'est aussi le résultat du dénigrement des Européens tout simplement vis-à-vis des Africains. Et avec la manipulation historique qui a eu lieu au fil du temps, on a juste tendance à focaliser donc l'histoire de l'Afrique à l'esclavage et à la colonisation, alors que la proposition de valeur qu'a l'Afrique, ou ce que j'appelle le modèle africain, existe également. Et c'est ça que nous devons retrouver, et c'est ça qui fait notre identité africaine. La solution ne consiste donc pas à tout importer comme nous le faisons aujourd'hui, mais à retrouver qui nous sommes vraiment en tant qu'Africains. Pour finir, voici une autre vidéo intéressante de Philippe Simon où il parle justement de ce phénomène. Le problème des pays africains, c'est que nous voulons importer le développement. Or, le développement ne s'importe pas. Le développement doit être endogène. Et cette logique de commencer à la base nous manque réellement. Matières premières, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre les multinationales qui viennent prendre les matières premières chez nous qui commencent à exploiter. Voilà comment on procède. Mais que fait la Russie, que fait la Chine qui ont des matières premières aussi? Ils travaillent pour avoir la technologie. Ils travaillent pour avoir l'intelligence. Ils travaillent pour avoir eux-mêmes les entreprises qui vont pouvoir comprendre les matières premières qu'ils ont, les analyser, les transformer et les vendre au reste du monde. C'est une logique. Nous, en Afrique, on ne l'a pas. On a des poissons, l'Africain est toujours en train de vouloir importer le développement. Regardez, par exemple, les eaux. Par exemple, au Sénégal, on donne le droit à d'autres pays de venir dans nos eaux territoriales pour faire de la pêche. Français, Chinois et autres, ils viennent pour faire de la pêche. Mais bon sang, on pourrait développer la pêche dans nos pays, pêcher ces poissons et vendre à la France, vendre à la Chine. C'est le même raisonnement qu'on applique partout, dans tous les domaines quasiment dans nos pays. On est constamment en train de vouloir importer le développement. Dès qu'il y a quelque chose, on va essayer de le prendre à l'extérieur, de le ramener pour pouvoir le plaquer là devant les gens. Et on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Parce que le développement, ce n'est pas quelque chose qu'on importe. Le développement, c'est quelque chose d'endogène. Ce n'est pas quelque chose que l'on va chercher à l'extérieur. C'est quelque chose que l'on tire de chez soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est tellement important de comprendre l'ordre dans lequel les choses doivent se passer. Si on ne comprend pas l'ordre dans lequel ça doit se passer, ça ne va pas marcher. Or, comme on a vu avec les extraits que nous avons lus, ce comportement de vouloir tout importer n'a pas toujours été le comportement dominant en Afrique. À l'époque, nous faisions les choses nous-mêmes et nous avions la capacité et nous le faisions très bien. Mais il y a une sorte de lavage de cerveau ou une sorte de perte d'identité qui a eu lieu après le choc des civilisations qui a commencé à partir du 15e siècle. Et c'est comme ça que nous sommes perdus. Aujourd'hui en Afrique, nous importons tout. Les systèmes sont importés, les produits importés, les prénoms importés, même les comportements et les mœurs importés. Mais le but de cette vidéo, c'est de dire non. L'horizon de l'Afrique, l'horizon des Africains que nous sommes, ne se limite pas à la traite négrière, ni à l'esclavage, ni à leurs conséquences. Il ne se limite pas non plus au modèle occidental que nous serions obligés de copier bêtement. Il existe un modèle africain. Il existe une identité africaine. Une identité africaine que nous devons aller chercher, la retrouver et l'appliquer pour nous bâtir dessus plutôt que de vouloir tout importer. Donc retrouvons notre identité africaine authentique et comme nous l'avons vu, celle-ci est positive. Osons avoir confiance en nous-mêmes.